t'emmène découvrir aux portes de la Camargue une nouvelle ville, l'entrée qui protégeait la route de cette ville est juste derrière moi. Aigues-Mortes a été construite à partir de 1240 par Saint-Louis. Il a racheté le terrain à des moines. Bon, il y avait déjà quelques habitations, mais en fait, l'intérêt, c'était d'avoir un port sur la Méditerranée. Ah oui, le côté Marseille, c'est la Provence. Ça lui appartenait pas. C'était au Saint-Empire romain germanique. Et l'autre côté, ça lui appartenait pas non plus. C'était au comte de Toulouse. Donc il voulait un port sur la Méditerranée. Et donc il a racheté ce terrain. Pour pouvoir attirer les gens, il a laissé Franco de Gabelle. Donc pas de taxe sur la gabelle, pas de taxe sur le sel. Le sel, c'est quand même une denrée qui est prioritaire pendant le médiéval, puisque c'est avec ça que tu gardais les aliments. Ah oui, tu n'avais pas de frigo, donc la seule façon de garder les aliments, c'était de les saler ou de les fumer. La mer qui vient lécher les remparts, c'est une légende. Là, je suis sur le port, l'ancien port. Le port, en fait, c'est ni plus ni moins que des lagons qui sont reliés par des canaux. Les bateaux empruntaient ces canaux pour venir accoster ici et décharger leurs marchandises. Ce qui permettait au roi de France de taxer les bateaux, d'obliger les bateaux français à venir faire escale ici, puis après de distribuer les marchandises, parce que Aigues-Mortes n'est qu'un port de transit sur Montpellier, sur Arles, sur Nîmes, sur Beaucaire. Le port n'a pas été utilisé plus que ça. Le problème, c'est qu'il s'envase. Comme il n'y a pas de marée, tous les alluvions se déposent. Quand le royaume de France récupère la Provence, on va délaisser Aigues-Mortes comme port pour privilégier Marseille. On débarquait là les marchandises et après on les emmenait à l'intérieur de la ville. Donc les remparts, 1,6 km de remparts, la tour Constance. Cette tour, c'est la première chose qui a été édifiée. Et contrairement à beaucoup de villes, tu n'as pas que 4 portes, nord, sud, est, ouest. Là, on a 10 portes. 10 portes qu'on a percées dans le rempart. Le rempart fait 3 mètres de large. Si tu regardes bien, tu as des grandes portes et des petites portes. Bon, il y a 4 portes qui donnent sur l'espèce de port. Et pourquoi des grandes portes et des petites portes? Et ben en fait c'est là que tu t'aperçois que les grandes portes sont sur les rues principales et les petites portes sont sur les rues secondaires. Donc ça permettait aux gens avec leurs marchandises d'aller plus rapidement en ville.
On est au rez-de-chaussée de la tour Constance. Et c'est ici qu'on a enfermé les hommes, les huguenots. Ceux qui n'ont pas voulu renier leur foi quand on a supprimé la révocation de l'édit de Nantes. Là, tu peux voir qu'en fait, si tu regardes en haut, là, c'est les coursives qu'il y a entre les deux étages. Ça permettait de protéger l'entrée, mais aussi de garder les personnes qui étaient prisonniers au rez-de-chaussée. Sauf que, il y en a un qui a réussi à s'échapper en passant par là. Bon, il a fallu du temps, mais il a quand même réussi. Cette superbe cheminée, elle n'est pas d'époque, elle est du 19e siècle. Tu peux voir que sur les entrées, tu es aussi bien protégé. Donc ça, c'est des coups à prendre. Des cailloux, des flèches, tout ce que tu as sur la main. Et pas de l'huile bouillante. L'huile bouillante, on s'en servait pour se nourrir. De l'eau bouillante à la limite, ou des cailloux brûlants, mais pas de l'huile. Ça, c'est encore une légende urbaine. Je suis dans les escaliers pour monter. Et je sais pas si tu as remarqué, mais toujours les escaliers en collimation, ça tourne sur la droite quand tu montes. Et ça, c'est pas anodin. Quand tu es assaillant, tu es obligé de monter les escaliers qui tournent sur la droite. Logiquement, tu as ton épée à droite. Et avec ici le milieu de l'escalier, tu ne peux pas avoir énormément d'élan, contrairement à celui qui descend et qui forcément défend. Je suis dans la coursive entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Elle servait pour défendre l'entrée de la tour, mais aussi pour surveiller les prisonniers après, puisqu'il y avait pas mal de prisonniers. Au rez-de-chaussée, tu avais les huguenots, donc c'était les hommes, les protestants qu'on enfermait. Et au premier étage, on enfermait les femmes. Et en 1307, on a enfermé ici les Templiers. Et on a mis sous protection les Italiens lors du massacre. C'est ici que Marie Durand a été enfermée pendant 38 ans, à l'âge de 19 ans. Et c'est apparemment elle qui a gravé « résister », en catalan qui veut dire « résister ». Tout ça parce qu'elle était protestante. Et elle n'a pas voulu abjurer sa foi. On présume que c'est elle qui l'a gravé, parce que c'était la sœur d'un pasteur, donc logiquement elle savait écrire. Et elle a tenu des registres de savoir qui est passé dans la prison pendant ses 39 ans. On a compté quasiment 50 femmes enfermées ici. Comme c'est une tour militaire, c'est une tour de défense, c'est aussi un petit peu le phare d'Aigues-Mortes. Les gens qui étaient enfermés ici, tu n'as pas de toilette. Tu vis à même le sol. Et l'hygiène, c'est moins que zéro. Marie Durand est libérée en 1768. Et il restait alors 18 femmes. La plupart c'était des vieilles femmes. La plupart étaient un peu aveugles et un peu folles. Et pendant la journée, elles avaient droit de monter, enfin pour celles qui pouvaient monter,
au-dessus, on va y aller 2 heures par jour, histoire de prendre l'air, on va dire. Et c'est sur ce balcon, si on peut appeler ça comme ça, que Marie Durand venait 2 heures par jour prendre un petit peu l'air, regarder un petit peu dehors, prendre un peu le soleil. 38 ans, 2/3 de sa vie en captivité, quand elle est sortie de là, en 1768. Et là, c'est le phare qui servait pour le port. Bon, ça fait longtemps qu'il ne sert plus. Je ne sais pas si tu vois, mais là-bas, c'est les Cévennes. C'est le territoire des Huguenots, des protestants, ceux qu'on a appelés les Camisards, puisqu'il y a eu la guerre des Camisards à partir de 1707. La tour Constance, c'est le seul édifice que Saint-Louis va pouvoir voir. Les remparts ne sont pas encore construits quand il va partir de sa 8e croisade. Elle est construite sur pilotis. Il y a 5000 troncs de châtaigniers qui la soutiennent. Et elle a 6 mètres de largeur de mur. Là, on va faire un petit peu le tour des remparts. Il y a 1,6 km de remparts. Et dans chaque porte, il y a une exposition sur la région et Aigues-Mortes. Regarde, là. Tu sais ce que c'est ? C'est une marque de tâcheron. Cette marque-là, ça te permettait aux tailleurs de pierre de se faire payer. Parce qu'ils étaient payés à la tâche. Chacun avait son sigle. Et donc forcément, chacun pouvait se faire payer. On comptait le nombre de sigles que tu avais sur les pierres. Et on te payait. C'est pas des métiers qui étaient payés au lance-pierre, si on peut dire. C'était vraiment de la main-d'œuvre hautement qualifiée qu'on payait très cher. Et on se battait pour avoir les meilleurs. Pendant qu'on fait le tour des remparts, une petite question habituelle. Est-ce que tu sais d'où vient le prénom des rois, Louis? Surtout que ici, on est à Aigues-Mortes, la ville de Saint-Louis, Louis IX. Allez, je te dis ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Là, c'est super agréable de visiter. Il n'y a strictement personne. Tu peux t'arrêter, prendre le temps de regarder. T'es pas bousculé. C'est impeccable. Là, tu peux voir les latrines. On est sur le rempart et tu vois bien où ça te mène. Au pied du rempart. En plus, en ce moment, il y a du vent. Donc, le lieu d'aisance, c'est pas si terrible que ça. Avec la révocation de l'édit de Nantes en 1685, à partir de 1686, tous les protestants qui ne voulaient pas abjurer leur foi, on a commencé à les attraper et à les emmener à Aigues-Mortes. Donc on a toujours l'impression que il n'y a que dans la tour Constance qu'il y a eu des prisonniers. Et en fait, les prisonniers étaient répartis dans les différentes portes qu'il y a sur le rempart. Et la super évasion d'Abraham Mazel, le camisard,
Mais ça, c'est une autre histoire et un autre lieu. Et bien sûr, pour ceux qui ne voulaient pas abjurer, renoncer au protestantisme, on enfermait les femmes, on condamnait à mort ou on envoyait en galère les hommes, on leur prenait tous leurs biens, on leur retirait les enfants pour les élever en bons chrétiens, en bons catholiques. Le protestantisme vient de Martin Luther en 1507. Il trouvait que le pape dépensait beaucoup trop d'argent et qu'il fallait revenir à une religion plus stable. Donc il a sorti le jour de la Toussaint ses 95 griefs, entre guillemets, arguments. Et à partir de ce moment-là, on a eu une scission entre le catholicisme et les luthériens, qu'on a appelé après les protestants. Henri IV, qui était protestant, Henri de Navarre, a dû se baptiser pour devenir roi. C'était le seul descendant en ligne directe. Et il a dit: que vaut une messe pour obtenir Paris? 1598, l'édit de Nantes. Donc, Henri IV est devenu catholique et il signe cet édit pour donner plus de liberté aux protestants. 1685, révocation de l'édit de Nantes et on repart. C'est pas la Saint-Barthélemy, mais presque. Pour la réponse à la question, eh bien, Louis, ça vient de Clovis. Le C a disparu. Le V s'est transformé en U. Et là, tu as Louis. C'est pour dire qu'ils appartiennent à la descendance de Clovis. Tu l'aurais su ? On est dans la partie du XIIIe siècle. Je vais t'emmener voir le musée du petit train. C'est à voir. C'est pas du Vantard. Bon ben voilà, c'est fermé, ça ouvre au mois de mai. Tant pis. Je sais pas si tu le vois bien, mais là, c'est les latrines. C'est ce que je t'ai montré tout à l'heure de l'autre côté. Donc, tu vois, quand tu fais tes besoins, ça tombe au pied des remparts. Il fait déjà très chaud en cette matinée du 16 août 1893 dans les salins du Midi. Et dans ces salins du Midi, il y a 3 sortes de personnes qui travaillent. On a les piémontais, c'est les Italiens d'Italie du Nord. Les trimards, c'est des vagabonds. Et les ardéchois. On les a appelés les ardéchois, mais en fait c'est tous ceux qui ne sont pas d'Aigues-Mortes. Les chefs d'équipe choisissent leur équipe. Il faut mixer entre les Français et les Italiens. Sauf qu'il y a un petit peu de jalousie envers les Italiens qui travaillent très dur. Ils sont payés à la tâche, au kilo de sel. Donc forcément, si tu veux être bien grassement payé, il faut travailler très dur. Et les Italiens sont pas manchots à la tâche. Ils vont au charbon, enfin au sel. On a mis à leur disposition des baquets d'eau potable. Avec cette chaleur, il faut boire.
Il faut savoir que les habits collent sur la peau. Ils sont remplis de sel. Et ce sel et ce soleil brûlent la peau. Un Italien est soupçonné d'avoir rincé sa chemise dans un baquet d'eau potable. Et là, ça part en live, ça part en rixe. Déjà qu'il y avait déjà des tensions avant, là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il n'y a plus de trimards ou d'Ardéchois, il y a des Français contre les Italiens. Et ça se transforme en une lutte d'honneur, les uns contre les autres. Et des trimards rejoignent Aigues-Mortes en affirmant que des Italiens ont tué des Français. Malgré l'intervention des gendarmes, ça devient une vraie chasse à l'homme. C'est la populace, plus ceux qui n'ont pas été embauchés par la compagnie des Salins du Midi, qui commencent à chasser de l'italien. C'est ici que Adélaïde Fontaine a caché les Italiens, là, dans sa boulangerie, pendant que les gens voulaient les récupérer. Et pour les récupérer, ils voulaient mettre le feu à la boulangerie. Elle a tenu, elle ne les a pas livrés. Le 17 août au matin, les choses s'enveniment. Ceux qui étaient cachés dans la boulangerie d'Adélaïde Fontaine et ceux qui étaient protégés dans la tour Constance vont être amenés à la gare par les gendarmes. Et les émeutiers vont aller dans la saline de Péquet chercher les Italiens qui sont encore là-bas. Et c'est au moment où les gendarmes ramènent les Italiens de Péquet qu'il va se produire justement le massacre des Italiens. Les quelques gendarmes qui protègent les Italiens en allant à la gare se font déborder par les émeutiers et là c'est un lynchage en règle qui commence. Là il y a 8 morts, 17 blessés graves qui ne pourront pas prendre le train, dont un qui mourra des suites, et un Italien dont on ne retrouvera jamais son corps. Pour ces 10 morts, il y a 17 personnes qui sont passées au tribunal. Le jugement se faisant, les 17 personnes ont été acquittées. Une terrible histoire, empreinte de xénophobie, de jalousie et de mensonges, comme quoi les mouvements de masse peuvent faire des choses terribles. Et d'un autre côté, en laissant libres les prévenus, la justice a tranché. De l'autre côté de la frontière, les journaux faisant affaire, il se passe vraiment un mouvement anti-français qui se dessine. C'était l'histoire d'un massacre bien ordinaire. J'espère qu'elle t'a plu, que tu la connaissais peut-être. Voilà, la vidéo se termine. J'espère que ça t'a plu, que ça donnera envie de venir visiter. Et n'oublie pas, l'important, c'est pas la destination, c'est les lieux et les gens que tu vas rencontrer sur la route. Allez.